Vous êtes une famille, on est une petite quinzaine de Français à l'autre bout du monde. Vous restez ensemble en fait, donc c'est un peu une colonie de vacances quoi, mais faut taffer. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre partie invitée et d'accueillir le réalisateur Édouard Bergeon. Bonsoir Édouard Bergeon, comment vous allez ? Bonsoir, super bien. Vous aussi ? Bah ouais, nous ça va super bien aussi. Alors 5 ans après votre premier film, nommé 3 fois au César, Au nom de la Terre, vous revenez au cinéma cette semaine avec La Promesse Verte. Alors pendant ces 5 ans, je sais que vous n'avez pas chômé entre le tournage de documentaires pour la télé, mais aussi le lancement de la plateforme Au nom de la Terre.tv. Mais pourquoi avoir mis autant de temps avant de revenir donc dans les salles, des salles obscures ? Il a fallu écrire mon deuxième film, La Promesse Verte, ça prend toujours du temps. Et puis en parallèle, je continue aussi à faire du documentaire. J'en ai 2 qui sont passés sur France Télévisions. Il y en a un qui s'appelait L'Amour Vache. Je suivais l'histoire d'une famille d'agriculteurs dont le troupeau a été abattu à cause d'un cas de tuberculose. Et je les ai accompagnés pendant 3 ans. Et également un doc qui est passé là au mois de février, qui est toujours en replay sur France.tv, qui s'appelle Femmes de la Terre, où je raconte 70 ans de combat des agricultrices qui n'avaient pas de statut et qui en ont acquis un au fil des combats, justement, comme ma mère, mes grands-mères, qui n'avaient pas de statut à l'époque. Donc, voilà, ça fait pas mal de films, mine de rien. Mais il fallait prendre le temps pour moi de revenir sur un beau projet de cinéma. Et puis, quand on le tourne à l'autre bout du monde, ce qui a été le cas pour La Promesse Verte, il faut encore plus de temps. Ouais, D'où les 5 ans entre les deux. Puis il y a eu le Covid aussi. Oui, c'est vrai que ça n'a pas dû aider. Au nom de la Terre, ça avait été un succès surprise avec près de 2 millions de spectateurs en salle. Est-ce que vous aviez une certaine pression donc, pour votre second long métrage de fiction ? Déjà, le réussir, en fait. Tout simplement. Et voilà, me prendre du plaisir et être juste avoir un scénario qui tienne la route et puis des comédiens qui embrassent le scénario pour au final faire un film qui, je crois, est réussi. Quand je vois la note des spectateurs sur Allociné et les retours et toutes les avant-premières que j'ai fait, je crois que le film bouscule les gens, ouais. Ouais. Et alors pour La Promesse Verte, vous délaissez le monde agricole français pour parler de déforestation. Finalement, il y a toujours un lien avec la terre dans vos films. Je délaisse pas, en fait. La genèse du film, La Promesse Verte, c'est une histoire agricole française. Ce sont des agriculteurs qui manifestent devant une raffinerie totale parce qu'il va y avoir des imports d'huile de palme qui vient du bout du monde, d'Indonésie et de Malaisie. Et mon père avait été encouragé il y a une trentaine d'années dans la culture de colza pour faire du biodiesel. Donc ça repart d'une histoire personnelle et agricole. Alors oui, on va plus loin et on parle de déforestation parce que c'est vrai que lors de mes documentaires et reportages, j'ai vu les ravages de la déforestation en Amérique, en Afrique et en Asie. Donc là, il se trouve que pour cultiver de l'huile de palme, dans des régions tropicales, les compagnies industrielles déforestent à tour de bras et détruisent de la forêt primaire. Et donc c'est dingue. Et donc c'est ce que j'ai voulu mettre comme ingrédient dans ce film-là. Donc ça a beau se passer à l'autre bout du monde, ça nous concerne tous en fait. Et c'est pour ça que pour moi il y a un lien et oui, ça reste la terre en fait. Ouais. Et vous parlez aussi de votre rapport au documentaire et aussi au fait que, par exemple, l'action que vous décrivez là des agriculteurs français qui ont manifesté contre tout ça, on le voit aussi dans votre film La Promesse Verte, on voit ces images d'archives. Qu'est-ce qui fait que vous avez plutôt pensé du coup à faire une fiction plutôt qu'un documentaire sur ce sujet-là ? Parce que je vous l'ai dit, je continue à faire du documentaire sur certains thèmes et là, moi, c'était mon deuxième projet de cinéma. Et j'avais envie de raconter une fiction dans le sens où c'est différent, les impacts sont différents. Là, vous avez des comédiens et des comédiennes qui incarnent et vous êtes dans une salle de cinéma avec des images, du son et vous touchez pas votre téléphone et ça vous crée des émotions, tout ça. La salle crée des émotions que le documentaire de télé ne procure pas, mais tout est complémentaire pour moi. Il y a des moments où ça se passe en moi et puis c'est des projets longs. La Promesse Verte, c'est 5 ans. Donc j'ai commencé à écrire La Promesse Verte quand j'étais en tournage d'Au nom de la Terre. Donc, moi, je fais pas de compète docu, ciné. Je continue à faire les deux en parallèle. Et quand on s'engage dans un projet, on va jusqu'au bout, tout simplement. Vous inquiétez pas, on n'en fait pas non plus de compète entre documentaire et long métrage de fiction au cinéma. Lucas ? Alors, en voyant La Promesse Verte, nous sommes transportés vers le drame, le thriller, mais surtout le film d'investigation. Pouvez-vous nous partager vos aspirations dans la réalisation d'un film qui s'inscrit
dans ces genres. Inspiration de film de ciné? Oui. Je sais pas. Aucun. Non, on a écrit cette histoire et ensuite on l'a mise en image. Après, des inspirations, il y en a peut-être. On me parle les spectateurs parlent un petit peu de Midnight Express, d'Erin Hmm. Brockovich, forcément, de Dark Waters. Forcément, c'est que des films qui me plaisent, mais je me suis pas refait les films pour me dire, tiens, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Je pense que quand on est habitué à voir des films, bah, on les a au fond de soi et puis après on essaie déjà de se raconter sa propre histoire dans les temps impartis parce que on a tourné ce film en 36 jours, 25 seulement à l'autre bout du monde, donc faut déjà mettre en boîte tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'il faut dans le temps imparti. Donc avec des envies de réal, mais il y a des fois vous avez beau vouloir faire ce que vous avez imaginé. La météo, l'équipe, tout, il faut des fois, faut tout changer en fait. Et c'est au montage qu'ensuite vous repensez la chose. Donc ça reste une aventure vivante le cinéma. Ça s'écrit tout le temps. On le sent en tout cas parce que votre film il est très très dense. Votre premier film il se basait donc sur votre histoire ainsi que celle de votre père. Celui-ci sur des enjeux réels qui se déroulent aussi sur la communauté Dayak à Bornéo. Est-ce que selon vous un film de fiction il se doit toujours de se baser sur un réel documenté? J'imagine que beaucoup des auteurs et scénaristes de cinéma s'inspirent de leur vie, de la vie qui les entoure, de leurs expériences. On voit beaucoup d'auteurs qui ont des petits carnets, qui prennent des notes. C'est la même chose en fait, hein. Moi, je me suis inspiré de ce que je croise depuis des années, et puis des sujets qui me tournaient dans la tête. Et puis à un moment donné, hop, on se pose et on écrit un sujet là, un sujet qui nous parle. Et je pense que dans Au nom de la terre, je racontais l'histoire de mon père, qui était agriculteur. Bah là, j'ai mis peut-être plus de ma mère dans cette héroïne qui est portée par Alexandra Lamy. Son fils, Félix, qui est porté par Félix Moati, ben, il a un appareil photo, il est étudiant, mais c'est Hmm. peut-être, il y a un peu de moi aussi Ouais. qui suis reporter. Donc, on met toujours de soi. Après, moi, mon ADN est celui d'un documentariste, journaliste. Donc, ouais, j'ai lu des ouvrages, lu des articles de presse et je me suis inspiré de ce qui nous est arrivé pour le retranscrire dans un scénario de fiction. Je dis je, mais on est trois. J'ai deux co-auteurs. Hmm. Donc, voilà, c'est beaucoup d'échanges. Il y a des choses très vraies, des choses très fictionnées. Mais en tout cas, on a décrit les rouages d'une économie mondialisée, malheureusement, qui est pas, voilà, qui est déshumanisée et qui est pas bonne pour la planète, quoi. Donc, sans donner de leçons. Et je crois que le film, pour moi, c'était important de ne pas donner de leçons. Oui, et Je pense vous mettez en avant aussi votre rôle de journaliste. C'est vrai qu'on sent cette rigueur journalistique dans la réalisation de ce film. Je crois que j'ai vu en interview, vous parliez du fait que vous avez essayé de faire valider donc tout ce qu'on a à l'écran par des gens qui sont confrontés à tous ces phénomènes-là, par des lobbyistes, par les gens qui y vivent. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? oui, on parle de diplomatie dans le film, on parle de lobbying, on parle tout simplement. Mais j'ai fait ce que je pense la majeure partie des auteurs font. Hein, j'ai rencontré des gens et on a fait des entretiens. Hmm. Je sais que quand François Ozon, il fait grâce à Dieu sur les victimes des prêtres avec Barbarin, le cardinal qui est au-dessus, il rencontre une association et des victimes et il fait des entretiens. J'ai fait exactement la même chose, tout simplement. Hein, on se Ok. nourrit et puis ensuite, oui, si moi je recherche une forme, enfin la crédibilité par des décors et par l'histoire que je raconte, donc forcément être au plus juste dans les nuances, dans les écritures, puis après dans les nuances, dans le jeu de ce qui peut se passer, bien sûr. Donc je me suis régulièrement, pris des infos, mais je sais pas quand je rénove une baraque ou quand que je vais dans un restaurant et si je veux cuisiner, je vais demander des conseils à un chef. C'est la même chose en fait, hein. Enfin, ça me semble pas. Enfin, c'est comme ça que moi je conçois mon métier. Après, je sais pas comment les autres le font, hein. Ouais. Donc, Ok. D'ailleurs, monsieur Bergeon, j'aimerais savoir comment vos compétences documentaires enrichissent-elles vos films? bah, je parlais de crédibilité dans ce que moi j'ai envie de raconter. Donc, peut-être le sens du détail, de la nuance. Quand j'ai voulu raconter Au nom de la terre, il est vrai que pour moi c'était très 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 important d'être crédible déjà auprès de mes pères de la terre, de mes pères agriculteurs, sur les détails, parce que je m'attaque à un monde et à un monde qui est qui est très précis. Et c'est vrai qu'on peut fantasmer des fois certains mondes,
vue des villes, alors qu'ils sont vraiment... voilà, moi j'ai grandi dans le monde agricole, donc je savais être précis sur plein de détails. Là, bah, j'ai continué sur ce registre-là, et peut-être qu'un jour je ferai une comédie ou un film de science-fiction, et là, ce sera différent, j'en sais rien. Ouais. Mais peut-être que vous continuerez à vous baser quand même sur du réel et à faire des recherches comme ça, des recherches de cette façon-là aussi. Ouais, bien sûr, mais en fait, mais encore une fois, comme beaucoup, hein, je pense, Zola et Émile Zola, il racontait des histoires du réel. Hein. Oui, bah lui d'autant plus vu toutes les descriptions qu'il faisait tout ça, heureusement qu'il se basait sur le réel. Aussi, Ouais. enfin voilà, donc je pense pas inventer quelque chose. En tout cas, Mm. ouais, en tout cas, en ayant toujours un pied dans le monde rural et agricole, dans le documentaire, et un autre pied dans la fiction, ce qui me permet de nourrir un projet avec l'autre. En fait, c'est Mm. ça qui est intéressant pour moi et qui crée un équilibre aussi pour moi et de rythme aussi. On parlait de 5 ans, ouais, c'est long, mais en fait, 5 ans, un film, ça passe vite en fait, 5 ans. Ouais. Alors, comme vous avez un peu parlé de ça, j'aimerais savoir comment avez-vous travaillé avec Emmanuel Gorgol et Luc Dauphine pour votre dernier film, qui tend davantage vers la fiction que votre projet précédent. Est-ce que cela a modifié votre approche de l'écriture et de la collaboration? En fait, j'ai travaillé déjà avec Luc et Emmanuel sur Au nom de la Terre. Donc, Euh, non, on a d'abord travaillé avec Emmanuel, on a écrit le scénario, puis après, quand on était en repérage, au moment du financement et du repérage, où on trouve les décors, là, Luc, qui est aussi le monteur du film, Mm. est rentré avec moi un peu plus fort, et puis on a adapté l'écriture et on a revu certaines choses pour densifier, pour raccourcir. Mais vraiment, j'ai travaillé de la même manière sur les deux films en fait. Pour moi, il n'y avait pas un film plus fictionné que l'autre. Enfin, pour moi, je fais des deux films de cinéma avec des décors, avec des comédiens et on joue des scènes. Enfin, vraiment, c'est peut-être le ressenti que vous avez en regardant le film, mais moi, j'ai travaillé de la même manière. Sauf que j'étais à l'autre bout du monde et qu'il faisait 45 degrés. Bah, vous commencez à parler un petit peu des comédiens, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Alexandra Lamy dans le premier rôle de votre nouveau film? Ben, en fait, le rôle de Carole, qui est l'héroïne du film, une maman qui va tout faire pour sauver son fils, c'est une madame tout le monde, en fait. Elle est prof d'anglais, elle est comme vous, comme moi, mais elle a pas, elle est pas, pas partie du monde industriel, diplomatique. En fait, le monde va s'effondrer et elle, avec ses petits moyens de maman, elle va tout faire pour libérer son fils qui est emprisonné à l'autre bout du monde. Et Alexandra Lamy est une des comédiennes les plus populaires de France et je trouvais intéressant qu'elle porte ce rôle de maman et dans un contre-emploi. Je savais elle a une formation classique, hein, donc on la connaît Mm. comme une comédienne de comédie qui nous fait marrer. On la connaît de la télé, mais elle a très bien endossé justement ce rôle d'une maman normale jusqu'à être vraiment dans la vie, hein, accepter de pas se maquiller, se fatiguer, comme pourrait l'être le rôle de Carole dans cette détresse. Donc ça a été extrêmement logique pour moi qu'elle puisse incarner le rôle. Ouais. Et alors comment il s'est construit le reste du casting aussi, donc Félix Moati qui joue son fils notamment, ou même Sofiane Kames que j'apprécie beaucoup pour ma part et ça fait plaisir de le retrouver dans un rôle comme ça. Sofiane, on a pensé à lui quand on écrivait. C'est rare qu'on pense à des comédiens quand on écrit, puisque s'ils sont pas disponibles ou ils refusent, Ouais, c'est frustrant. c'est frustrant. Mais Sofiane avait joué dans un film justement réalisé par mon co-auteur Emmanuel Courcol. Ouais. Le film s'appelle Un Triomphe, Mm. en prison. Il jouait un détenu qui apprenait du Godot, donc il fait monter une pièce de théâtre. Et on a pensé à toute cette nuance de Sofiane qui est très très fort, hein, et qui est très ambigu d'ailleurs dans le film. Félix est un comédien et un réalisateur que je croise régulièrement dans la boîte de production où je travaille. Et comme je cherchais le rôle de Martin, un matin il est entré et j'étais à la machine à café et je vous promets, j'ai vu Martin entrer en fait. Donc j'ai joué, ouais, j'étais en plein casting et à un moment donné je me suis dit mais pourquoi pas Félix, en fait ça serait top. Et en fait ça s'est fait ça se fait en une journée. Ok. Il Et, danse comme ça. Et puis pour moi c'est important aussi que le casting soit à l'image de la société. Il y avait ce Québécois Antoine Bertrand qui est très drôle et qui est une star chez lui au Québec et aussi dans la comédie d'habitude, qui joue un humanitaire. Mm. Philippe Torreton, grand comédien qui était à la Comédie Française et qui apporte une grande dimension dans le film aussi, très Ouais. important de la part.
Julie Chen qu'on a vu dans Astérix qui jouait la Ouais, mais princesse. c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est Guillaume Canet qui vous a soufflé son nom? Non, c'est moi tout seul puisque j'étais figurant dans la cabane d'un bras raccourci sur une scène. Et j'avais Julie, donc la princesse, devant moi pendant une journée. Donc là, je me dis, dis donc, ça ferait bien une activiste pour mon film. Elle s'appelle Nila dans le film. Et à la fin de la journée, je vais aller la voir. Je lui dis, mais ça te dirait de lire le scénario? Et c'était parti. Donc c'est marrant, c'est des rencontres en fait. Ouais, bah, je vois, c'est ça. Vous tournez, heureusement que vous croisez tous ces gens-là pour construire votre casting ensuite. Alors, Après, j'ai une super directrice de casting, Gigi, qui a pu aller nous chercher des comédiens qui parlaient indonésien. Il y en a un qui venait de Vancouver, un autre d'Amsterdam. Elle a trouvé un super Australien qui est incroyable. Enfin, voilà, c'est long de construire un casting. Et puis, on a des fois, on a des échecs. Et puis, mais là, vraiment, j'ai réussi à avoir quasiment tout le temps les comédiens ou comédiennes auxquels je pensais pour m'accompagner dans ce récit et qui étaient engagés quand ils ont lu le récit. Donc, on a vécu une super aventure déjà ensemble. Ouais. Alors, j'aimerais savoir vos apparitions dans vos films, comme dans La Promesse Verte et Au nom de la Terre, sont-elles à plaisir personnel du réalisateur ou véhiculent-elles un message sur votre implication dans les histoires que vous racontez? Vous avez remarqué que je suis dans une photo. Ouais. Euh, il a je l'œil, trouve ça- Lucas. En fait, je me prends pas trop la tête. Je me dis, tiens, là, il fallait faire une photo de famille. Il manquait. Je me suis dit, tiens, bah, je vais faire le papa, quoi. Mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Hein. Hmm. Je trouve ça rigolo, en fait, à un moment donné. C'est vrai que j'avais un petit rôle Au nom de la Terre. Je suis pas du tout comédien, mais je crois que ça a passé. Ok, Mais why not? Peut-être un jour ça changera, j'en sais rien. peut-être. Mais Peut-être. je suis un peu instinctif, donc des fois j'ai envie de faire un truc, bah, je le fais. Donc, mais sans forcément plus de messages que ça. Ok. Donc, Alors, vous l'avez dit, le tournage il s'est déroulé entre la France et la Thaïlande pour reproduire l'Indonésie. Est-ce que vous avez ressenti une appréhension à tourner à l'étranger et quel a été le plus gros challenge? ah bah ouais, déjà, je craignais pas mal la chaleur en fait, parce que en plus on était dans le pic de chaleur historique en Thaïlande l'an dernier. On avait un ressenti de plus de 45 degrés. Il y a des scènes en plein soleil, c'est vraiment dur. Les scènes au tribunal où il n'y a pas de clim, il doit faire 50 toute la journée dans le tribunal. Donc ça c'est, mais finalement c'est très bien passé. Hein. On boit, puis on s'adapte. Hein. C'est toujours pareil. On y a un petit moment. Travailler avec une production exécutive, c'est-à-dire que quand vous travaillez à l'étranger, vous avez toute votre équipe qui est locale, donc des Thaïlandais. Nombre d'eux parlent anglais, mais moi mon anglais il n'est pas des meilleurs du monde, donc on traduit, voilà, on traduit ce qu'on veut en anglais et eux le traduisent à leurs équipes en indonésien. Non, en Ouais. thaïlandais, pardon. Pour un Ouais. film qui se joue en indonésien. Ouais, mais voilà, on découpe le travail, on le prépare beaucoup. C'est comme un sportif de haut niveau, il doit s'entraîner beaucoup pour le jour de la compétition être prêt. Bah, la clé d'un tournage, c'est de bien préparer avant, de connaître par cœur les décors, de savoir où on va poser sa caméra et de sentir ce qu'on va faire avec les comédiens. Et là, quand tout est préparé, la magie fait que bah, ça se met en place, quoi. Et même malgré quelques surprises par moment, mais ça a été. Vous êtes une famille, on est une petite quinzaine de Français à l'autre bout du monde. C'est très intense, ça passe très vite, mine de rien. Hein. On a tourné sur 25 jours, donc vous restez ensemble en fait. Donc c'est un peu une colonie de vacances, quoi, mais faut taffer. Ouais. Donc il y a une énergie aussi à ce niveau-là. Et vous parlez de la langue, j'imagine que là aussi ça a été peut-être une contrainte parce que vous deviez aussi diriger dans plusieurs langues différentes. On entend du français, de l'anglais, mais aussi des langues qu'on a en Indonésie. Donc comment comment vous êtes adapté à diriger des acteurs dans des langues différentes? Ben, on se fait confiance à ce qu'on ressent. Il y a pour l'indonésien, il y avait un conseiller qui parlait indonésien. Alors on traduit en anglais, puis mais après on sent si c'est juste ou pas derrière l'écran en fait. Hmm. Il faut que le conseiller dise si c'était juste dans le texte. Et puis ensuite, Julie par exemple, qui est française, a appris des dialogues en indonésien. Donc Ouais. elle a eu un coach ici pendant plusieurs mois. Donc on savait si elle savait son texte en fait. Après, c'est de la direction d'acteur et de la nuance à apporter sur, tiens, plus comme ci, plus comme ça, plus en colère, moins en colère, plus, voilà. Et finalement, et ça le fait, hein. C'est le travail, toujours pareil.
plus on prépare, plus on travaille, plus le jour J, c'est juste. J'ai réellement senti votre envie de donner du souffle aussi à La Promesse Verte, de par les décors, l'usage du cinémascope, mais aussi la narration et la musique. Était-ce une difficulté de faire naître ce souffle tout en étant terre à terre par rapport à ce qui est évoqué dans le film? Non, la musique est un grand personnage du film. Thomas Dappello, avec qui je travaille depuis 15 ans et qui avait déjà fait mes docus et Au nom de la Terre, réfléchissait à la musique depuis 2 ans. Il est allé à la fac prendre des cours de gamelan. Les gamelans, c'est des percussions indonésiennes. Donc cette musique, elle a infusé en lui depuis longtemps pour qu'elle soit très atmosphérique. Il y a beaucoup de musique dans le film. Il y a 1h20 de musique sur 2 heures. Et c'était un des personnages centraux du film. Et c'est pas parce qu'on donne du souffle par de la musique, par exemple, ou des belles images qu'on n'est pas terre à terre, bien au contraire. C'est comme ça qu'on magnifie cette forêt magnifique déjà, cette forêt primaire, et qu'on lui donne de l'ampleur. C'est comme ça qu'on l'aime avant de la voir être détruite, en fait. Donc, je pense que on fait du cinéma pour le coup. Donc, le fait de projeter sur des grands écrans en cinémascope, comme vous l'avez bien souligné, c'est un petit côté western, quoi. Et moi, j'ai grandi avec ça et j'ai envie de continuer, justement, que le spectateur voyage. Voyage. C'est vrai que votre film nous fait voyager vraiment pendant les 2 heures. Dans le montage du film aussi, j'ai remarqué que vous jouez beaucoup, j'ai trouvé, avec des mini cliffhangers qui mettent un terme aux scènes. Le plus flagrant qui me vient, c'est celui du retour du personnage de Nila Jawad au bord de la piscine, et où il y a un fondu au noir juste derrière. Est-ce que ces cliffhangers qu'on voit plutôt dans les séries d'habitude, est-ce que je voulais savoir si vous en regardiez des séries, et est-ce que cette construction sérielle vous a aidé à construire votre film? Je regarde des séries, mais pas tant que ça. Et à un moment donné, non, c'est au montage. On a pris on a pris le temps. Ça reste une partition, un montage. C'est unique et c'est un film de 2 heures où il y a beaucoup de rebondissements. Donc ça nous permet aussi. C'était déjà comme ça à l'écriture, en fait. On arrive au milieu des scènes, on part au milieu des scènes, déjà au scénario. Donc, ce qui nous a permis justement un scénario, c'est déjà un plan de montage quelque part. Donc, il y a plein de choses qui étaient déjà écrites comme ça. Donc, après, oui, vous rajoutez les effets de montage, de musique, et ça crée des cliffhangers. Mais on s'adapte aussi à l'écriture, je crois, au fil des années. On montrait sûrement pas un film comme on le montait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est vrai que la manière dont le film commence et certains moments du film, je pense, sont beaucoup... sont influencés par l'efficacité aujourd'hui du cinéma ou de la série. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais tout est assez efficace aujourd'hui. Même si j'ai pris quand même le temps par moment à ce que le spectateur puisse respirer et voyager. C'est important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que tu as une autre question encore sur ce film-là Moi, j'ai pas une question, mais juste un remerciement. Monsieur Edouard Bergeon, votre deuxième film, La Promesse Verte, qui m'a beaucoup touché sur le combat de cette mère qui veut sauver son fils, mais surtout, votre premier film, Au nom de la Terre, qui m'a énormément marqué, énormément touché. Moi, évidemment, j'adore Guillaume Canet, c'est un de mes acteurs préférés, et je trouve que vous êtes un réalisateur généreux. Vous donnez des rôles incroyables à des acteurs, actrices qu'ils méritent. Vous l'avez donné à Guillaume Canet et vous l'avez donné à Alessandra Lamy. Je vous remercie pour votre générosité, votre manière de raconter vos histoires, et j'aimerais juste vous dire, Au nom de la Terre, c'est un film énormément important pour moi. Je voulais énormément vous remercier. Sincèrement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment, sincèrement. Et ça me touche beaucoup. Et en tout cas... c'est ce que j'ai essayé de faire également dans La Promesse Verte, et c'est un film qui s'adresse vraiment à tous les publics, et notamment à un public jeune. J'espère que... J'ai vu qu'il y a des dossiers pédagogiques qui sont montés aussi autour du film. Ouais, parce qu'on a des collégiens, lycéens, des classes qui vont aller voir le film, qui vont voir déjà, et c'est vrai que l'Éducation nationale soutient le film, donc on a créé un kit pédagogique. C'est pas un film donneur de leçons, c'est un film qui nous fait réfléchir, en fait.
Et je pense que on a besoin de ça. Donc n'hésitez pas à venir parce que c'est compliqué le cinéma en ce moment. Les marchés sont difficiles. Donc, il y a des gros films comme Kung Fu Panda ou Ouais. des films comme ça. Ça prend tout, quoi. Donc, Mais c'est aussi ça la richesse du cinéma, d'avoir des projets aussi diversifiés. Surtout en France, on a la chance d'accueillir énormément de films d'horizons différents, ce qui a peut-être un peu moins aussi à l'étranger. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? j'y réfléchis, mais là, il faut que je me ressource, justement, que je me mette un peu en jachère parce que entre les documentaires et le film, vraiment, j'ai pas arrêté ces dernières années. Donc, ouais, j'ai besoin. Je vais continuer dans une veine rurale et agricole parce que je crois qu'on en a besoin et de raconter des récits aussi qui donnent des solutions, qui donnent de la lumière et de l'espoir, de l'espérance, c'est important. Donc, voilà, ça va venir. Il y aura moins de 5 ans d'écart cette fois peut-être. Ouais, je pense que Il nous reste quelques questions, on va sortir un petit peu du film et on va parler de sujets qui fâchent un peu. Le 20 mars dernier, Télérama a sorti un article intitulé « Le réalisateur Édouard Bergeon, un défenseur du monde agricole aux méthodes contestées ». J'imagine que vous avez lu cet article. non, je l'ai pas lu vous du l'avez tout pas lu parce que c'est des commérages et c'est de la vie d'une boîte de prod et donc j'ai pas lu l'article du tout. J'ai des copains Mais- qui l'ont lu. Alors, juste pour recontextualiser, Ouais, mais je veux pas vous répondre dessus en fait parce que ça n'a pas de sens. Donc, mais vous avez rien à dire aux accusations du coup qui mais il y a sont pas faites d'accusation, il dans... y a rien dans le papier. Non, mais donc, moi, le fait qu'il y a certaines réalisatrices qui disent que vous êtes réapproprié le travail pour vos derniers documentaires, tout ça. Non, parce que regardez ce que dit France 2. Enfin, en fait, France 2 a demandé à acheter un documentaire D'Édouard pour que je Bergeon. raconte l'histoire. Donc voilà, je raconte ma mère, mes grands-mères. Je sais pas. C'est une œuvre commune, un documentaire, et tous les collaborateurs et collaboratrices ont travaillé sur ce film et ont été payés. Il faut vous rapprocher de la productrice de Bien Média, de Babel Doc, Stéphanie Lebrun, qui vous dira peut-être plus de choses. Moi, j'ai réalisé le film qu'on m'a demandé de faire. Très bien. Bon, bah si c'est ce que vous aviez à répondre aussi dessus, il n'y a pas de souci. Et ok, très étonné que vous n'ayez pas lu l'article, du coup. Bah non, parce j'imagine que c'est pas un article, c'est un papier de morale. Donc, c'est la vie d'une boîte de prod sur plein de ses projets. Donc, plein de mes copains l'ont lu, m'ont dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dedans, en fait. Après, qui ont des méthodes contestables. Si on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un, on travaille pas avec quelqu'un, quoi. Mais moi, je pense pas être quelqu'un de. Je fais les choses avec mon cœur et en respectant les gens. Donc, je sais pas ce qui s'est passé sur Télérama a peut-être envie de perdre du temps sur quelque chose qui n'existe pas, quoi. Bon, ils ont pas trop apprécié la promesse verte ensuite, j'ai l'impression aussi. Donc, Ah, bon, non, mais vous savez, ils apprécient pas grand-chose, Télérama. et on va refaire descendre un petit peu la pression. Je sais que vous aimez bien le vélo et vous avez Mais grandi j'ai en pas de faisant. pression. J'ai Non, pas de pression mais je sur, sais. Non, mais je sur, me doute sur que. des trucs qui n'existent pas, en fait. C'est juste, voilà, ça s'appelle la morale. Je pense que je vais être un méchant réalisateur de droite pour un journal de gauche. Ça doit être ça. Bah oui peut-être parce qu'on parle dans l'article du fait que vous avez mis un petit peu de pression sur certaines équipes, tout ça, donc c'est ça aussi qui. Non, je mets pas de qui me pression, fait- moi. Non. Ok, et bah très bien. Bon, moi je voulais vous parler un petit peu de vélo quand même, parce que vous en avez fait énormément, je crois, quand vous étiez plus J'ai jeune. fait hier 2 heures. Ouais, voilà. Est-ce que vous suivez toujours le vélo? Est-ce que c'est un sport qui vous fait toujours rêver? Et Ah ouais, qu'est-ce j'ai que- regardé le Tour des Flandres il y a 2 jours, qui était Ouais. une course extraordinaire avec un Mathieu Van Der Poel stratosphérique. Et vous pensez quoi de cette nouvelle génération de coureurs qui Elle ose et ils sont de plus en plus jeunes et ils envoient, quoi. C'est du spectacle à 100 km de l'arrivée, quoi. C'est dingue. Et on a affaire à des courses qui sont vraiment extraordinaires, quoi. Donc, ouais, ça renouvellement, quoi. Ouais. Et puis surtout, il n'y a jamais eu autant de coureurs doués comme là. Donc, c'est très, très chouette. Bon, bah, on a hâte que ça se poursuive. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles suspicions ou quoi sur ce sport qui en a déjà Ouais, eu c'est- beaucoup. C'est un sport Donc, difficile et en tout cas, c'est un sport qui a aussi fait sa révolution. Mais ouais, mais ouais. évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que certains peuvent dépasser les lignes et ça serait dommage. Dimanche, vous serez devant Paris-Roubaix, du coup, j'imagine. Of course. Ok, bah, dès 11h, Allez, devant voilà, France faut aller 2. au cinéma et regarder Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est Faut faire les deux. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander?
Je sais pas, faut que je lise Télérama, ils vont peut-être me donner des conseils. Peut-être, hein, je sais pas, ils ont peut-être un film à vous recommander. Ouais, Ouais. faudrait que je cours le voir alors. Vous allez plus faire d'interviews avec Télérama, du coup, j'imagine. Non, je pense pas, je sais pas Ça qui vous c'est. Je sais Ça vous donne pas trop envie. Bon, mais y a pas de film, du coup, qui récemment vous a... pas. Ouais, je suis allé voir Dune, la deuxième partie, c'était dingue. Ok. Denis Villeneuve, c'est fou, quoi. L'histoire, la réalisation, le son. Non. Après, j'ai été sur les routes pendant 3 mois, là. Fallait finir ce documentaire aussi en parallèle. C'était dense, donc je vais prendre le temps de me reposer et d'y retourner, justement. Bon, bah on vous souhaite du coup de bien vous reposer, d'aller redécouvrir des films et de lire à fond Télérama. Ah non. Pour rappel, Ah, mais ils ont mis ce soir, donc ça sera vous diffusé demain, non, c'est ça? oui, c'est ça. Il vient d'être lancé une série qui s'appelle Cannabis que avec mon associé, on a produit. Avec Mathieu Kassovitz, on est allé voir les pays où ça a été légalisé pour poser le débat sur la table. Ok. C'est 10 fois 20 minutes sur Slash. Et ça vient de passer, c'est en replay sur France 5, enfin sur France.tv, sur un docu. Et on a eu 2T dans Télérama, donc voilà, on prend tout ce qu'il y a à Bon, prendre. voilà. Mais voilà, c'est bon, tout va bien se passer. Ah, c'est même moi, le tout monde va bien, hein, vous Non, mais savez, c'est le monde des bisounours. je fais tout ce que je fais avec passion, envie, et avec des équipes qui sont fidèles, avec qui je suis fidèle et qui me sont fidèles, et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc, on a la chance de faire ce beau métier pour raconter des histoires, engagées en plus, donc bien. Bon, bah très bien, bah c'est noté. Et pour rappel, donc La Promesse Verte avec Alexandra Lamy est réalisée par notre invité du jour et toujours en salle de cinéma. On vous invite à aller le découvrir, contrairement donc à Télérama qui a mis un petit T, qui a mis bof à côté. Ça, c'est un avis. C'est toujours dur, hein, la critique, hein. Ouais, Eux ouais. ou d'autres. En fait, nous, on passe 3 ans, 5 ans à faire, à tout mettre, et c'est toujours difficile qu'il y ait une personne qui vienne voir et qui dise bof. Bon, après, Hmm. c'est le jeu, hein. C'est le jeu, oui, c'est le jeu de faire C'est vrai que- des œuvres ensuite qui sont diffusées et qui sont vues par tous, hein. Chacun a son avis, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est très influent dans les étoiles sur Allociné, dans tout ça. Et c'est jamais simple, hein, quand vous avez donné des mois et des mois et tout donné, voilà, de se prendre des. Forcément, on fait pas aussi ce travail pour se prendre des taquets, mais Hmm. ça fait partie du jeu. En tout cas, la note spectateur est très forte, donc ça rassure. Enfin, moi, je fais des films pour que les gens les voient, et si ça peut les toucher et les émouvoir et que des messages passent, bah, c'est cool. Voilà. Bah, Après, c'est sûr. ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Edouard Bergeon, d'être venu nous parler de ce film et Merci à vous et pour, de tous vos autres projets. pour l'invite. Merci à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.